3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous, le directeur général de la Financière Responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Alain Pitous d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG et Nicolas Brault qui complète ce trio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée. Nicolas, la Fed est en pause depuis 15 jours, mais le marché, lui, est en pause depuis quasiment 2 mois maintenant. Ça fait presque 2 mois que la clôture hebdomadaire du S&P 500 se joue à 70 points près, entre 4100 et 4170, ce qui est une variation d'à peine 1,5% sur ces clôtures hebdomadaires depuis 7 semaines maintenant. Est-ce à dire qu'il ne se passe plus rien ? Non. Non, franchement j'ai l'impression que s'agissant des États-Unis, ça fait même plus de 2 mois qu'on est dans une fourchette très étroite, qu'au-delà du cas américain qui est frappant parce que c'est notre premier marché, c'est notre référence, la volatilité dont on ne cesse de dire qu'elle peut augmenter, qu'elle va augmenter avec les événements de stress qu'on trouve toujours, hein. Il y en a toujours, mais là il y en a un immédiat, et on y reviendra sûrement. En fait, il y a pas beaucoup de mouvements. L'Europe a continué à monter en avril. Il s'est passé des choses. Je suis désolé, il y a quand même des niveaux, il y a des acquisitions. Il va y avoir, puisqu'on est en quiet période maintenant jusqu'à début juillet, il va y avoir des tas d'événements investisseurs, des CMD, des conférences, etc. Donc on va un peu parler de corporate. C'est vrai que la macro prend le dessus. Et côté macro, désolé, ce coup-ci, il n'y a pas d'énormes surprises. Mais je ne peux pas vous commenter l'inaction. C'est pas grave, hein, il y a des gens qui vivent du mouvement, il y en a qui vivent plutôt du stock ou du directionnel. La grande surprise de cette année, c'est que l'Europe a tellement bien surperformé. Alors, on ne va pas être étonné parce qu'on est européen, mais si, de notre carrière, on a rarement vu des périodes un peu durable. C'est au moins depuis octobre dernier où l'Europe fait nettement mieux que les États-Unis. Voilà, on y reviendra peut-être par la suite pour les tendances, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de dessiner des choses pour le futur. Mais après... Mais on peut se satisfaire. Oui. Du point de vue indiciel, effectivement, je caricature un peu, il ne se passe rien sur les grands indices, mais comme vous dites, le marché se nourrit, il y a toujours de la dynamique, il y a toujours des informations. Mais ce calme apparent, comme ça, c'est d'avoir une compression indicielle comme ça sur une période aussi longue, c'est pas souvent quand même pour le marché américain. Non, c'est vrai. Mais les perfs sont bonnes. Ouais. Ah oui. N'en déplaise à tous ceux qui nous disent que quand ça va bien, ça ne va pas durer et que la récession est inéluctable, c'est vrai. Est-ce que ce plateau comme ça, est-ce que ça présage quelque chose de forcément négatif devant nous ? Pas forcément. Non. Pas forcément. Enfin, c'est pas du tout le scénario dans lequel j'interviens auprès de vous depuis quelques mois et je pense que aujourd'hui, on a un mouvement en Europe qui satisfait toutes les attentes, puisque ça les dépasse. On peut l'expliquer, surtout a posteriori. Il serait logique, il serait sain, raisonnable de dire « Ok, maintenant pause », d'autant que le marché avait joué plus que les commentaires et le narratif. Le fait que la Fed allait probablement cesser avec la dernière hausse des taux, cesser son cycle de resserrement monétaire. Et en fait, les marchés, depuis ce moment-là, le dollar se reprend. C'est vrai. Depuis ce moment-là, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais les taux longs américains ne baissent plus. La courbe se pentifie un peu. Ne baisse plus. Eh oui. Voilà. Alors, il y a des raisons, ça donne envie de vendre un peu la nouvelle. En attendant, on peut voir le chose, comme toujours, à moitié vide. Que cache ce calme apparent ? Ces volumes qui sont faibles, et puis on peut voir le verre à moitié rempli. Le marché fait un travail incroyable. Il ne veut pas baisser. Et pourtant, c'est pas faute de l'alimenter en scénarii de risque multiples. Donc non, plutôt lecture positive. En tout cas, c'est pas forcément négatif d'avoir un temps de pause comme ça sur le marché. Le truc qui va pas, c'est que on ne cesse de lire et d'imaginer des scénarios qui sont difficiles. Là, on est payé pour ça. Personne, donc je ne vais pas m'en faire l'apôtre, mais personne nous dit qu'on est au début d'un bull market. Personne. Et si
Puisqu'il y a tellement de gens qui nous parlent de l'histoire. En Europe, on est dedans depuis le mois d'octobre. Hein. Non, mais le début d'un bull market. Ah, oui. Je ne dis pas que c'est un scénario. Je dis juste que c'est une question qu'on va peut-être amener à se poser à un moment donné. Parce que la classe action a des cartes à jouer dans l'environnement dans lequel on est. Comment vous regardez ce long plateau, alors du marché américain, en l'occurrence du S&P 500, Alain, est-ce que c'est un peu comme l'histoire du vélo? Vous connaissez bien. Non, mais la mécanique, il faut pédaler pour avancer, et puis quand on s'arrête de pédaler, on avance de moins en moins vite, on ralentit. À un moment, on s'arrête, et l'étape d'après, c'est on tombe. On puisse repérer. Mes souvenirs de vélo, c'est ce que j'en ai. Hein. Oui, c'est exactement ça. Bravo. C'est super bien décrit. Alors, bon, je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit, mais en fait, on vient de traverser une période. Donc, je pense qu'en début d'année, beaucoup de gérants ont été relativement positifs. Je parle des allocataires. Hein, les gérants actions, c'est un peu différent. Bon, ils peuvent avoir des biais, mais un gérant allocataire était plutôt positif. Je pense qu'ils ont été un peu surpris par le mouvement et ont pris quelques profits. Et objectivement, il y a trop de risques à ne pas être dans ce marché. Sur la partie equity, il y a trop de risques de ne pas être dans ce marché. Donc, vendre maintenant, c'est difficile. Remettre la sauce, alors qu'ils viennent de vendre quasiment sur les mêmes niveaux, voire un petit peu en dessous, c'est les niveaux de février. Hein, l'indice World MSCI, c'est les niveaux de février. Ça avait vraiment flambé au début. Donc, c'est assez délicat. Et on vient de traverser la période des résultats. Donc la macro, c'est quand même assez indécis. Donc l'équilibre, il est là. Mais là où je rejoins Nicolas, c'est qu'en fait, on est peut-être effectivement... J'entends tellement de gens négatifs, avec tellement d'histoires négatives, et moi le premier, enfin si vous voulez lister tous les trucs négatifs... la liste des risques, elle est longue comme le bras, on la connaît tous. Oui. Même, je suis même embêté, je me fais chambrer quand je mets des trucs sur Twitter, on me dit « Ah, t'es négatif » et tout, mais non, mais de temps en temps, obligé de parler... ça fait partie du métier de regarder les risques quand même. C'est normal, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que il y a beaucoup de cash à investir dans ce marché, quoi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'investisseurs qui ont des munitions dans tous les sens. Donc effectivement, si on commençait à avoir des bonnes nouvelles, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que il y a un scénario qui s'est inscrit dans beaucoup d'esprits, qui est que l'inflation, peu ou prou, ça va se calmer, qu'à un moment donné, la Fed va arrêter de monter ses taux, qu'à un moment donné, on ne va plus avoir cette guerre à nos portes, qu'à un moment donné, la BCE va se calmer, qu'à un moment donné, la liquidité va arrêter de baisser sur le marché. Donc, pourquoi vendre maintenant ? C'est un réservoir de bonnes nouvelles pour demain, ça. Puis après, les gérants, quand ils ont une valeur en portefeuille qui vaut 25, de bons résultats, ils ne vont pas la vendre à 26 pour la racheter à 24 ou à 28. Donc, pourquoi si elle est belle, c'est une belle valeur. Vous êtes confiant, vous étiez confiant au début d'année, vous avez allégé un petit peu. Bon, vous n'allez pas continuer de vendre. Parce que qu'est-ce que vous faites avec cet argent après, quoi ? C'est toujours pareil. Je sais pas, le cash est bien rémunéré aujourd'hui, par exemple. Hein. Ça, c'est un narratif central de beaucoup d'investisseurs, de stratégistes aujourd'hui. 4-5% sur du cash américain. Mais c'est l'argent. Oui, mais alors c'est ça aussi qui est. Alors peut-être que des gens qui sont dans la banque privée pourront en dire plus que moi. Moi, je vois des family office, des trucs comme ça. Je vois ce qu'ils font. C'est-à-dire que les investissements un peu plus rentables, un peu plus sophistiqués, c'est des produits obligataires à échéance. Pour figer des taux de rendement, et c'est effectivement plutôt pas mal. Et puis, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat, on va dire, qui arrivent à se faire respecter sur les prix, qui arrivent à faire des produits structurés, et qui peuvent être très intéressants. Vous pouvez refaire du capital garanti, ce qui était plus possible dans de bonnes conditions avant. Donc, on voit beaucoup de clients privés qui sont intéressés par ce genre de choses. Mais cet argent-là qui va sur ce type de produit, il vient pas des actions, hein. Il vient du monétaire, du cash pur et dur, qui renforce un petit peu. Alors après, il y a toutes ces histoires aux États-Unis, c'est un peu un marché à part, mais en Europe, c'est un peu ce qu'on constate. Hein. C'est l'argent qui va dans ces produits-là, c'est de l'argent qui vient du contrat en euros, qui vient du cash mal rémunéré. C'est mieux rémunéré. Sous-rémunéré. Voilà, c'est ça. Et il y a vraiment une réflexion là-dessus. C'est même amusant de voir des gens qui ne sont pas hyper sophistiqués qui font ce genre de mouvement. Donc voilà. Et quand vous êtes investi en action, pareil, moi je vois des gérants, des clients, très longue durée. Vous leur dites on va arbitrer, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, ils sont investis et puis en plus ils voient aussi que les belles valeurs qu'ils ont achetées, des valeurs de croissance, désolé de le dire parce que je sais qu'il y a des discussions régulièrement autour de ce plateau, j'entends des gens qui sont sur la value, non, je plaisante, mais les valeurs de croissance que vous avez depuis 10 ou 15 ans, allez les vendre pour les racheter à combien ? Pour les racheter 100 balles plus cher dans 18 mois. Donc
sauf crise économique majeure, et puis on l'a repoussé, la crise économique. On parlait d'un hard Donc il y a landing. tout pour pas bouger, quoi, en fait. Il y a tout pour pas bouger, et puis les munitions sont là quand même. Hein. Donc le scénario d'un marché qui fait 20% et que tout le monde, sur lequel tout le monde va courir parce qu'on l'aura raté, il est... Bon. Voilà, c'est sell in May and go away. C'est planète bull market ce soir, Stéphane Prévost. Non mais allons-y sur le risque à la hausse, puisqu'on parle de risque. Est-ce que s'il y a une probabilité non nulle d'un risque à la hausse encore dans ce marché, avec, il va falloir qu'on en parle, avec le plafond de la dette, un stress bancaire et des défaillances en série dans les banques régionales américaines qui ne sont pas complètement interrompues aujourd'hui, un ralentissement américain qui nous amène... Non mais je suis d'accord, pour l'instant tout va bien. Un ralentissement américain qui nous amène quand même vers une destination qui sera proche d'un atterrissage à zéro, voire d'une petite récession. Enfin voilà, tous ces éléments, ils sont encore à consommer devant nous quand même. Oui, mais vous vous souvenez, moi en fin d'année dernière, j'étais quand même assez positif. On en avait parlé sur ce plateau et je pense qu'il fallait remettre du risque, c'est ce qu'on avait fait. Et bien nous en a pris, mais il y avait un excès de pessimisme. Effectivement, manquer de visibilité sur l'impact sur l'inflation. Aujourd'hui, on a des signaux. Alors, il y a encore du chemin à faire. L'inflation va rester élevée. On sait qu'en Europe, on verra vraiment en fin d'année des niveaux d'inflation baisser. Donc ça va quand même rassurer le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales réussissent leur pari, finalement, un an et demi après avoir changé quand même beaucoup et nous avoir raconté pas mal d'histoires et changé de position plusieurs fois. Il y a une espèce de crédibilité, mais ça, c'est un soutien du marché quand même assez important. C'est que le scénario de soft landing est quand même le plus crédible. 1% aux États-Unis de croissance, 1% en Europe en moyenne. Pas de raison aujourd'hui de tomber, sauf événement imprévu en géopolitique, en récession. Je suis désolé de vous contredire, Grégoire, mais aujourd'hui, ce n'est pas le scénario central. La récession, y compris aux États-Unis, il y a une résilience. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude derrière, je le dirai après, mais donc un scénario macroéconomique meilleur, des résultats qui n'étaient pas mauvais, un discours plus accommodant de banque centrale. Vous avez 15%, et surtout, je sais que nous, l'année dernière a été une année difficile pour les valeurs de qualité et de croissance, où malgré des résultats remarquables, pas un seul warning, des sociétés qui relevaient leur gagnante systématiquement, le marché n'en voulait pas, et on avait sous-performé. Donc il y a eu ce rattrapage. Pour quelques raisons quand même. Il y avait un petit rajustement de valorisation à faire. Par rapport à 21, sur les fondamentaux, rien n'a changé. Mais sur la base des fondamentaux, on est retombé sur des multiples attractifs et des valorisations qui étaient intéressantes. Mais bien sûr, il y a des moments, il y a des excès de valorisation et des excès de sous-valorisation dans le marché. Non, on est rentré dans une période où, sur le plan macroéconomique, on pourrait avoir un espèce de calme plat et de régime de croissance mou. Ça veut dire quoi? Mou mais stable. Mou mais stable. Et ce qui va être la question, c'est après 2024, comment les choses vont se passer? Est-ce qu'on va retrouver une capacité à leverager de la croissance dans les différentes grandes zones économiques? Et alors, il y aura les plans de relance, il y a des plans structurels, etc., mais ils ne se déclenchent pas. Hein. Il y a des plans de relance en Europe qui sont prévus depuis 2 ou 3 ans sur la transition énergétique, etc. On les voit pas encore beaucoup arriver dans les chiffres. Aux États-Unis, c'est un petit peu pareil. Mais quel est le potentiel finalement de croissance des économies et quelle va être l'agilité des entreprises là-dedans avec leur business model à accompagner cette croissance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, c'est une bonne nouvelle en tant que stock picker, sélectionneur de valeur, et plus particulièrement sur la qualité, et donc avec ce biais croissance. C'est vrai que si vous achetez le marché avec un ETF, les valorisations ne sont pas très élevées, les primes de risque ne sont pas non plus forcément très attirantes. Ça veut dire que le potentiel de performance n'est peut-être pas là. Mais si vous achetez du stock picking, là, il y a un terrain propice pour nous à générer de la performance, probablement. Surtout il y a de la dispersion dans ce marché, il y a beaucoup d'inefficience, ou en tout cas des poches d'inefficience qui sont vraiment intéressantes aujourd'hui. Il y a des valeurs très attractives aujourd'hui, qui ont du pricing power, qui ont montré dans les résultats qu'elles continuent à accélérer en croissance organique. Et qui sont mal jugées par le marché. Et qui ne sont pas forcément bien vues par le marché, absolument. Et l'autre point, c'est que cette agilité, on a effectivement, comme on a fait l'essentiel de la hausse des taux, on a effectivement un facteur plus propice pour retrouver des conditions de marché, je vais dire peut-être plus raisonnables. Alors, je crois que les stock pickers, tu me diras si je me trompe Stéphane, mais j'ai l'impression qu'il y a dans votre type de stock picking, il y a
la détection des upsides. Et je pense que le filtre utilisé par les gérants qui font de la finance durable est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est dans des marchés d'accidents. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont pris des risques, on regarde les SVB et autres, c'est quelque part, il y a des problèmes de gouvernance dans ces boîtes-là. Bien sûr. Il y a des pays où il y a des problèmes de gouvernance. Je ne vais pas faire la liste, mais une petite liste quand même. On va en parler sur les émergents. Il y a cette habitude à détecter aussi, et parce que le stock picking, c'est ça aussi les indices. C'est-à-dire que les indices, ils font un truc global, ça écrète un peu les plus et les moins. Mais un gérant stock picker, il a aussi cette capacité, alors pas tout le temps, et des fois ça ne marche pas, mais globalement ça marche plutôt quand vous faites vraiment ce filtre finance durable. Et je trouve que ça se retrouve dans les taux et dans les actions. C'est-à-dire que c'est une capacité, parce que le spread de dette, il est dû souvent à des problèmes de gouvernance, et c'est des choses qui sont vraiment bien détectées par l'ESG. Donc je pense que c'est aussi c'est un bon marché pour ça. C'est-à-dire que, parce que des accidents, il y en a quelques-uns quand même, si vous voulez, les casinos et machin. Mais casino, un gérant en finance durable, il achète. Oui, mais on connaît le. Oui, mais d'accord, mais ok, mais il y a aussi le scénario macro, mais il y a des phénomènes de tendance long terme. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi dans le marché des compartiments spécifiques avec des tendances lourdes de fonds sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc simplement, c'est vrai qu'on va avoir un peu 3 jambes dans le portefeuille, un cycle plutôt résilient, un cycle plutôt défensif, puis une partie un peu plus cyclique. Et en ce moment, ce qui est cyclique, c'est là où on a de la visibilité. Et surtout, on l'a bien vu dans les résultats, le marché est très discriminant sur la capacité à protéger les marges. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur Elior, il y a de la croissance organique, mais il n'y a pas de marge, il n'y a pas de rentabilité. Mais je crois encore que dans la période que l'on a face à nous, sur le stock picking, le critère va rester la dette, le profil de croissance, mais surtout d'avoir des business models avec des marges élevées, parce que vous êtes forcément capable, par une différenciation, de les protéger et de les maintenir dans la durée. À propos de marge, Nicolas, encore un bon trimestre de résultats, un de plus. Alors la progression des profits est quasi nulle, voire peut-être légèrement négatif en séquentiel, mais en niveau de bénéfice par action... Grégoire, vous savez parfaitement qu'il y a l'absolu et le relatif par rapport aux attentes. Or, la récession, ça fait 18 mois qu'elle est prévue, mais la récession des profits, ça fait bien 10 mois, au moins depuis l'été dernier. Cette récession de profits ne se matérialise pas. Et pourtant, il y a eu des écueils. Qu'est-ce qui fait cette confiance dans la classe d'actifs actions ? Je pense que dans un monde de possible retour durable d'inflation, avec des variations, l'inflation n'est pas l'ennemi ni du chef d'entreprise, ni de l'actionnaire. Non. 2, il y a des opportunités sur les obligues, indiscutablement. Il y a des choses même sans risque qui méritent l'attention et une allocation d'actifs. Mais le rendement constaté 5 mois plus tard de cette classe d'actifs, c'est bien, mais... c'est pour patienter. Il y a aussi des risques. Ouais. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a moins de risques sur les actions que sur les obligations, mais je crois que le couple rentabilité-risque est plutôt en faveur des actions. Oui. Pour revenir sur les profits, il y en a eu des écueils. Supply chain, trop de stock, trop de hausse des prix. Je vais casser la machine, casser les volumes, cannibaliser. Pour l'instant, le sujet des stocks, ça va être un sujet sur lequel on pourra peut-être trancher au prochain semestriel au mois de juillet. Mais on voit que l'étape qui a été franchie au mois d'avril sur le premier trimestre, les boîtes gèrent bien ça. L'économie a l'air de très bien gérer ses stocks. Parce que des stocks, il y en avait. Non seulement il y a eu un à-coup dans la conjoncture avec des entreprises qui continuent à produire, mais en plus, on était en déficit de tout. Donc, on a fait des doubles commandes, des triples commandes dans certains segments. Donc, ce sujet-là est pas mal géré. Pricing power, en fait, la hausse des prix, ne va pas confondre avec le pricing power. C'est pas juste la capacité, le pétrole monte, donc je monte mes prix. C'est pas aussi simple que ça. C'est le pouvoir de fixation des prix, le pricing power. Je pense depuis un moment qu'en fait, le pic pricing power est derrière nous. Mais il n'en demeure pas moins que pour l'instant, on ne voit pas là-dessus non plus d'erreur fatale. De même qu'en matière d'acquisition, c'est très raisonnable. Il y a de nouveau des acquisitions stratégiques. D'ailleurs, je note à prix élevé, Sartorius, on en a parlé la dernière fois. Là, Edenred hier, c'est quand même...
certaines sortes du bois, mais j'ai peu de cas en tête d'entreprises qui ont fait l'acquisition de trop il y a 24 mois, dont elles payent les conséquences maintenant que les taux sont élevés et que le coût de la dette est élevé. Donc, ce monde corporate, il fait un sacré job. Donc, on a envie, moi j'ai envie d'être un peu plus inquiet que d'habitude, mais la réalité, c'est que j'y arrive pas vraiment parce que la substance est qualitative, puisqu'on a des histoires à raconter avec l'angle d'Alain sur la gouvernance, sur... on est nombreux à aimer la soutenabilité de la croissance. Hein. On a vu aussi quand même dans cette période de publication de résultats, au-delà des chiffres et des attentes, les réactions de marché, et c'est vrai que c'est hyper asymétrique. C'est-à-dire qu'une boîte, c'est des chiffres sur le marché américain, mais ça doit se retrouver en Europe, une boîte qui publie bien mieux que les attentes, le price action, c'est 0. C'est déjà intégré par le marché. Une boîte qui publie juste en ligne ou en dessous, là, c'est sanctions lourdes. Mais ça, c'est la réaction d'avril par rapport à un marché qui a anticipé et qui ne s'enthousiasme pas. Mais c'est plutôt sain. Mais oui, c'est extrêmement sain. Mais enfin, prenons le luxe, puisque... comme de bien entendu, maintenant tout le monde est convaincu que le luxe. Mais entre Kering et Hermès, il y a deux on joue pas dans la même catégorie. Non. Et pourtant, Kering est un groupe de très grande qualité. Estée Lauder, L'Oréal, ça m'a marqué aussi. Estée Lauder, L'Oréal. J'aimais bien L'Oréal. Oui, et même Estée Lauder. Et même Estée Lauder, j'ai été frappé. Je n'avais pas en tête qu'il y avait deux histoires très différentes pour presque ce duopole de géants de la cosmétique. Donc le marché fait un travail de sélectivité au sein même d'un secteur. Là, on parle d'acteurs qui sont vraiment comparables. Donc il y a des tas de sujets qui sont très intéressants derrière. Hein. La premiumisation, le winner takes it all de la tech, qui a bercé les 10 dernières années, c'est l'acteur pionnier qui a la plus grosse taille, qui a le plus de moyens d'investir, de prendre d'attirer les meilleurs talents. Dans le luxe, c'est ça. Hein. Ouais, bien sûr. Les meilleurs emplacements, les meilleurs créateurs, le marketing le plus offensif. Et puis l'envie du consommateur mondial, puisque tout le monde est pessimiste, le consommateur aussi d'ailleurs, hein. Individuellement il est pessimiste, ça se voit dans les urnes, ça se voit dans les tas d'enquêtes, mais en revanche, se faire plaisir et acheter de la qualité, c'est quelque chose qu'on continue à percevoir. Au point... Polarisation. Oui, mais ça m'a même fasciné, parce que dans le luxe, on a l'habitude de ce genre de situation. Dans l'aérien, les patrons d'Air France KLM, de Delta Airlines, de Lufthansa, ils n'en reviennent pas. Le trafic, la reprise du trafic First et Business a été plus forte, plus rapide que la reprise du trafic siège éco classique. Et c'est pas le voyage d'affaires, c'est le tourisme, le loisir. Ne regardez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là n'en reviennent pas. Et ils sont, du vélo. Alors, le problème, c'est qu'ils sont en train d'extrapoler la tendance en disant c'est structurel, en tout cas ça va durer des années. Et donc, quand ils recommandent des avions, ils disent remettez-nous des first et des business. On avait depuis 10 ans, c'était que low cost partout. On réduisait les lignes de first et de business à peau de chagrin dans les vols moyens long courrier. Maintenant, ils en remettent. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils sont dans une fuite un peu dans une fuite en avant d'une tendance qui va à un moment arriver à son terme, j'en sais rien, mais bon. C'est pas un phénomène nouveau, mais je pense qu'il se mondialise. On le voit, il touche aujourd'hui de nouvelles géographies. Et c'est pas un phénomène véritablement nouveau. Cette capacité à entretenir une désirabilité que l'on retrouve dans le luxe, dans le premium. C'est pas Emirates ou Qatar Airways, Lufthansa et Air France, avec tout le respect que je leur dois. Hein, mais après, on peut discuter d'Air France parce qu'ils se sont encore cherchés sur un vrai positionnement. Enfin, ça fait des années qu'ils cherchent à adresser les segments low cost, etc., Transavia, etc. Ils y arrivent. Et ben voilà. Regardez, Michelin, c'est pas faire. Et là, ils se retrouvent avec une demande pour des first et des business premium, par exemple. Et le seul moyen de tenir les concurrents à distance, c'est de faire des acquisitions sur le segment moyen du marché. Mais la stratégie de différenciation, demander aux ingénieurs de Michelin de faire un pneu low cost, ils ne sauront pas vous le faire. Donc, et c'est pas l'image de la marque, et c'est pas ce qui permet à la marque d'avoir ce pricing power sur le marché. Et quand même le marché a des volumes qui baissent, que ce soit sur le remplacement ou sur la monte, vous maintenez vos prix. Et donc vous voyez, tout ça est une stratégie industrielle qui se regarde avec un positionnement et qui se travaille sur la chaîne de valeur dans la durée, au niveau de chaque entreprise. Et c'est ça qui est fondamentalement intéressant. Donc cette polarisation, en fait, est liée... D'abord, je pense qu'il y a des taux d'épargne élevés. Il y a aussi un effet post-Covid qui est toujours là, qui est toujours puissant. Les gens ont envie de consommer. L'épargne excessive, du surstock. Oui, et puis il y a aussi... peut-être que je vais consommer moins global, peut-être que je vais faire des arbitrages, mais ce que je vais consommer, je veux de la qualité, je veux quelque chose d'un peu plus premium.
je le perçois comme ça aujourd'hui, mais c'est un vrai phénomène. Ce qui est clair, c'est que ça devient mondial. Oui, et puis la question qui reste ouverte, c'est quelle est la longévité ou la persistance de ces arbitrages de consommation, ces différents comportements. Est-ce que c'est un one-off parce qu'on est encore dans l'inertie Covid, le rattrapage, etc. Ou est-ce que ça peut être plus structurel? Pour les patrons de compagnies aériennes, c'est la question. Oui, pour LVMH, c'était la question il y a 10 ans. Ah bah, vous vous souvenez, toutes les fameuses secrétaires chinoises qui avaient un sac Vuitton, du coup, personne n'allait plus acheter de sac Vuitton en Europe. La désirabilité a été maintenue et entretenue. Je pense que c'est aussi lié avec le vieillissement des populations. Hein. C'est-à-dire que quand on vieillit, on fait des arbitrages et ces arbitrages, ils sont plutôt hédonistes que on a besoin de voyager en first, quoi. Non, c'est un peu exagéré. Enfin, c'est fou, quoi. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ils préféreront manger 2 fois de la très bonne viande par semaine plutôt que d'en consommer une moyenne tous les jours. Quoi. Vous voyez, tout ça, c'est des trucs qui sont mis en place aussi. C'est quelque chose qu'on ressent plus en vieillissant, enfin, je pense. C'est intéressant, les économistes des agences de notation, là il y a un grand papier dans l'EFT sur ce sujet-là, les notations des pays souverains. Leur analyse commune, c'est de dire la démographie, c'est quelque chose de très lent, effectivement, mais c'est quand même des tendances très puissantes, de fond, irrémédiables. Et là, même si c'est lent la démographie, on est en train de prendre en pleine face les effets du vieillissement. On est à un moment un peu clé quand même, là, sur les quelques années qui viennent, où on va vraiment ressentir le mouvement du paquebot, quoi, pour dire les choses. Tout à fait. Ouais. Nicolas ? Peut-être réagir à différents points que vous avez évoqués tous les trois. Sur le luxe spécifiquement, puisque c'est un des domaines où on a des acteurs de classe mondiale, enfin même probablement les meilleurs. En tout cas, les Italiens le disent, donc ça doit être vrai. Oui, les Italiens ils disent ça dans le domaine du luxe. Hein. Bon, après, il y a des groupes français qui sont propriétaires de marques italiennes, bien sûr. Ce qui est très frappant depuis quelques années, et je reprends le propos de Stéphane, là, partout, les jeunes, ça leur parle. Les jeunes chinois, chinoises, les jeunes japonais, jeunes américains. L'américain, il y a encore 15 ans, le luxe, c'était une grosse voiture 12 cylindres, une chambre dans un bel hôtel et une croisière. C'était pas ce luxe tel qu'on le fabriquait avec l'identité, on va dire, européenne. 2, sur le transport aérien, il y a quand même un absent, pour l'instant, de marque, c'est l'Asie. Alors, il y a un trafic intra-chinois qui a repris déjà depuis un moment. Enfin, là, de nouveau, déconfinement, réouverture, on voyage à l'intérieur. Il y a un très grand trafic en Inde. Mais le trafic intra-asiatique reprend. Ouais. Et en dehors, pour des raisons de visa, de prix de billets, de plein de choses, ou de volonté politique de ne pas trop laisser partir les gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a encore beaucoup sous le pied. Ouais. Et en termes de volume, si vous avez aimé le trafic entre l'Europe et les États-Unis, alors entre l'Asie et le reste du monde, c'est puissance 3, 4. Ouais. Donc, facteur d'interrogation et d'espoir. Après, dans l'ensemble asiatique, il y a quand même plein de nuances. Hein. C'est sûr que la Chine n'est pas au niveau de la reprise qu'on en attendait. C'est confirmé par les entreprises, ça, qui opèrent là-bas, mis à part le luxe non, en fait, ce qui est confirmé par les entreprises, ce qui est déjà énoncé depuis 6 mois par les entreprises, c'est une très grande sélectivité ou distinction ou contraste, de très gros contrastes selon les secteurs. Dans les secteurs. Ah ouais. Y a des gens qui disaient ne vous attendez pas à un grand retour. Alors, certains disent maintenant que l'État n'a pas joué le même rôle en Chine que chez nous, à injecter des liquidités, donc il n'y a pas la même réserve d'épargne. Moi, je pense qu'il y a un phénomène fondamental de perte de confiance interne. Ouais. Et que ça va se lire dans pas mal de choses. Il n'y a pas les filets de sécurité, effectivement, qu'on a en Europe. Nous, on a vu un peu le Japon, Taïwan, la Corée. Vous pouvez relancer... non, les infrastructures, ça ne marche pas, tout ça. Vous pouvez relancer, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qui va faire repartir la croissance. Hein. C'est soit de l'innovation, soit un game changer. Tiens, artificial intelligence, ça, c'est un sujet qui est macro. Pas juste parce que ça nous fatigue un peu l'AI, mais tellement on en parle. C'est un vrai sujet de productivité. Bien sûr.
Pardon. Non, Alain, mais puisqu'on parle de l'Asie, je voulais qu'on dise un mot du Japon, justement, puisque près de plus de 30 ans après l'éclatement de la bulle historique japonaise, années 80, mais vous vous souvenez, comme tout le monde, de vos années 80, Alain, la musique était bonne, la vie était douce, et donc le Japon se payait 100 fois les bénéfices. C'est ça, c'était le roi du monde. Le Japon était le roi du monde. Avec des méthodes, c'était le Tankan, c'est ça, je sais pas. Oui, bien sûr, l'enquête, ça c'est l'enquête. Non, il y avait du Kanban. Oui, Lean Management. Lean Management. Non, mais juste pour dire, la news du jour, c'est que le Topix, donc l'indice large japonais, Total Return, dividende réinvesti, même s'il ne verse pas beaucoup de dividendes, ça a cumulé, ça est au plus haut historique. Ouais. Alors je pense que alors ça date pas d'hier. Je pense que les réformes structurelles du Premier ministre précédent ont fini par peser un petit peu, enfin aider, peser, c'est pas négatif, mais ça a fini par être un peu rentré dans les mœurs du business japonais. Donc ça c'est plutôt pas mal. La gouvernance a un peu changé. Un peu, alors c'est à la japonaise, on y va progressivement, mais en tout cas la machine est en route sur ce plan-là. Donc ça c'est un élément factuel. Le retour aux actionnaires est meilleur qu'avant. C'est-à-dire qu'avant on thésaurisait, maintenant on a toute tendance à investir et distribuer un peu plus. Donc c'est encore pas ça, mais enfin c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant. Et puis, il y a notre petite hirondelle, Berkshire Hathaway, qui est venu acheter en expliquant les raisons pour lesquelles il a acheté. Il a toujours eu le Japon, Warren Buffett. Il a toujours eu les trading houses japonaises, mais là, il a envie d'en mettre encore plus. Là. Il a remis un gros paquet, il y a 4 mois, un truc comme ça, que des valeurs qui ont fait 30-40%. Tous les activistes anglo-saxons là, sont en train de rouvrir, enfin tous. Ouais. Certains, Elliott notamment, ils rouvrent des bureaux au Japon. Voilà, donc ça c'est des éléments plutôt positifs, puis ça redonne un accès à ça. Puis alors après, il y a un autre point, on parlait de relatif et d'absolu, c'est-à-dire que quand vous êtes investisseur allocataire et que vous devez, les mains attachées, être obligé d'acheter de l'Asie, la Chine, pas facile, l'Inde, pas facile du tout, pas mal de pays d'Asie qui sont en pleine croissance et qui sont un peu mieux, pas facile du tout. Donc, refaire un peu de Japon, qui lui bénéficie par ses connaissances et par sa traction, ses investissements à droite à gauche. Et il profite aussi de ce dispatch américain qui va un peu partout en Asie, qui leur profite aux Japonais aussi. C'est-à-dire qu'ils ont des usines un peu partout en Asie. Donc, ils profitent de ça. Et puis, eux, ils peuvent dire, nous, on est là sur place, venez chez nous, etc. Donc, ils profitent de tout cet environnement. Après, les aléas, on les connaît. C'est le yen. Parce que, ça va un peu mieux que ça n'a été. C'est quelque chose que je regarde quand même depuis tout le temps, et la tendance est quand même pas très favorable. On était à 150 en octobre, là, ouais, ça va un peu mieux. On est à 130, le yen est revenu un peu, oui, c'est ça. Un peu mieux, quoi. Bon, effectivement, ça va, quoi. Par rapport aux excès de l'époque, mais enfin, puis parce que aussi, à ce moment-là, tout le monde montait ses taux, le monde entier montait ses taux, pas eux, donc ils étaient un peu sous les. Parce que le déclenchage, le débouclage des positions de carry, ça aurait pu être quand même un sacré truc, quand même. Donc ils sont passés un peu au travers de ce truc-là, mais enfin, ça reste quand même quelque chose qui est dans les esprits. Ils n'ont pas craqué, la Boge n'a pas craqué. Et puis on parlait des problèmes démographiques. Le Japon, démographiquement, c'est quand même pas ça. Alors après, pour le business, c'est peut-être pas forcément gênant à très court terme. On peut peut-être faire taper les plus hauts historiques de l'époque, je sais pas, mais voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, en relatif, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même c'est intéressant. Marché G7, c'est peut-être la 5e économie mondiale. En PIB par habitant, c'est peut-être encore mieux. Je veux dire, c'est moins de 5% dans les indices mondiaux, c'était 45% il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, pour une économie de cette taille-là, oui. Oui, mais ils avaient raté aussi énormément de choses. Ah non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est c'est complètement sous-investi. Pour un investisseur global, c'est du satellite aujourd'hui, le Japon. Mais il y a un truc qui était marrant, c'est que vous regardiez Sony versus Apple en 90, 95, je ne sais plus quoi. Ça existait Apple en 95 ? Non, au début d'Apple. Oui, bien sûr. Quelques années après le début d'Apple, valait mieux avoir du Sony que du Apple. 10 ans après, c'est pas la même musique. Alors 20 ans après, vous regardez un peu le truc, c'est quand même. Donc tout ça se retrouve à un moment donné quelque part. Ça, c'est quoi les leçons du Japon, Stéphane? Je sais pas. Moi, on en parle beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il y a toujours un truc fascinant quand même. En ESG, c'est très différent, figurez-vous. Il y a beaucoup d'indicateurs. La société japonaise est une société qui, sur un certain nombre de thématiques sociales, le handicap, la diversité, a une conception fondamentalement différente de la vision occidentale. On a déjà la gouvernance aussi en général, absolument. Donc, par exemple, vous savez, on a un fonds sur le handicap
pour sélectionner les qualités d'entreprise. Il n'y a pas de données handicap au Japon. Le handicap n'a pas d'existence dans la société civile quotidienne directe. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les problématiques de cette population, mais c'est presque une vie à part, et donc c'est une conception totalement différente. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ISR et l'ESG, chez nous, ça suppose la proximité dans notre méthode, dans notre façon de le faire, et tout ne franchit pas les frontières et les cultures. Et donc... c'est un peu loin de nous, le Japon. Et partant de là, vous dites quoi ? C'est intéressant comme réflexion, Stéphane. Ça veut dire quoi ? Le filtre ESG, on ne peut pas non plus le tordre dans tous les sens pour l'appliquer à un marché, puis à un autre, etc. Quand on a une méthode, un modèle propriétaire comme le vôtre, c'est pas quelque chose qu'on essaye d'appliquer à la sauce japonaise, à la sauce chinoise, à la sauce américaine. Sur les problématiques sociales, les problématiques sociétales, vous allez être obligé de vous adapter, d'adapter votre modèle, de regarder les critères différemment. Bah oui. Et il faut faire attention à la dictature du chiffre derrière les indicateurs. L'approche qualitative va être fondamentalement différente. Et là, même ne serait-ce que prenez l'Europe et les États-Unis. Ouais, c'est déjà allez chercher de la donnée sociale sur les sociétés américaines. Faut levez-vous tôt, parce que je regarde encore les rapports, même récemment. Je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil. On l'a pas la même. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une facilité à mesurer par catégorie raciale ou ethnique. On mesure le chômage des Afro-Américains, on mesure le chômage des Latinos. C'est des données publiques, statistiques. En France, il n'y a pas de problème. Nous, en France, c'est homme-femme au sein du conseil d'administration. C'est ça la donnée diversité. Ils ne comprennent pas la discrimination positive. Notre approche, par exemple, que l'on a et qui est particulièrement française. Donc, si vous voulez, tout ça pour revenir sur le... Les boîtes de tech américaines sont plus ouvertes. Oui. Elles sont plus récentes, plus modernes. C'est générationnel aussi. Oui, c'est générationnel. Stéphane, pour conclure, sur le... Et donc, oui, non... Donc, non, je vous disais qu'on ne peut pas transposer les choses de cette façon-là. Enfin, en tout cas, si on le pratique avec une analyse interne... Et donc, l'ESG au Japon, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, quoi. Enfin, on progress. Non, c'est on-premise. Oui. Ce sera peut-être un jour on process. C'est ça. Mais ça demandera une approche fondamentalement différente. Les votes au Japon, les votes en Chine, on ne parle pas de la même chose, quoi. Mais après, c'est aussi, on revient au truc relatif absolu. C'est-à-dire que si vous comparez les boîtes européennes, une boîte française, vous comparez Schneider à n'importe quelle boîte chinoise ou japonaise, et ça va pas. Vous achèterez jamais autre chose que du Schneider si vous faites ça. Mais si vous êtes sur un prisme plus asiatique pour faire vos investissements, moi je pense que le Japon c'est nettement mieux que tous les pays qu'on a. C'est la meilleure option du moment. Oui. Ouais. Sur le Japon, Nicolas. Stéphane laissait entendre ça. L'ESG, c'est très bien quand on l'inscrit dans la culture locale. On n'a pas de leçon à donner aux Japonais en matière d'importance qu'on donne au corps social. Il y a des tas de sujets au Japon où travailler à 70, 80, 90 ans, on a une place dans la société. Après, homme-femme, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne bouge pas. Les inégalités de traitement entre le plus payé et les salaires, c'est un pays beaucoup plus social que nos sociétés à nous, européennes. Alors, ne parlons même pas des américaines. Après, sur le plan financier, l'intérêt d'être curieux sur le Japon, c'est que si nous retournons dans une période durable d'inflation, voilà un pays qui, depuis le 1er janvier 1990, lutte contre la déflation. Donc, on a beaucoup. C'est un game changer. Enfin, c'est une nouveauté. Pour l'instant, c'est transitoire. Potentiellement majeure. Officiellement, c'est transitoire. Non, mais au Japon. Dans une allocation d'actifs, voilà un pays qui... Oui, je comprends. C'est un vrai changement pour eux. D'autre part, dans un monde qui est instable, c'est un pays super stable. D'ailleurs, c'est son défaut aussi, c'est que ça ne change pas beaucoup. Parfois, ça te donne l'impression de changer. Parfois, c'est pour de vrai, mais globalement, ce pays a une structure géographique, culturelle, de fantastique stabilité. Et en même temps, on peut assassiner un Premier ministre comme Shinzo Abe. Non, mais je veux dire, c'est aussi ça. Stabilité, ça ne veut pas dire un monde idéal. Ça ne veut pas dire non violent. Qui n'est pas dur, qui est non violent. Mais c'est quand même un océan de stabilité. Regardez, je ne sais pas quoi, moi, l'épargne, 30 années sans croissance. Vous avez vu des sujets majeurs sur le plan social ? Non. Donc,
ça a un prix. Voilà. C'est très, très différent de l'autre côté de la mer, la Chine, de chez nous. Et donc, en effet, vous avez raison, il faut qu'on passe du temps et de l'énergie à essayer de comprendre s'il faut en acheter. Oui. Puis je me dis, ils achètent tellement de notre dette qu'on peut de temps en temps leur rendre un peu hommage, ou en tout cas prendre quelques minutes pour s'intéresser à eux et trouver les ressorts positifs qu'on peut avoir sur ce marché japonais. Ils sont moins exposés aux aléas climatiques aussi que les autres qui souffrent beaucoup en ce moment. Le reste de font tout ça. Non, ça d'accord, mais le réchauffement climatique. D'accord, structurellement. L'Asie, c'est quand même en ce moment, c'est une catastrophe. Quoi. Ils sont à la mer déjà, donc ça limite un peu le reste de l'Asie, c'est terrible en ce moment. On n'en parle pas trop, mais c'est une catastrophe. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci finir pour une note négative. Messieurs, oui, on a commencé avec le bull market, l'idée d'un bull market. Fallait bien qu'on finisse séculaire, donc on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Alain Pitous, senior advisor ESG, Stéphane Prévost, DG de la financière responsable, et Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre, banque privée, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir.